Pour moi, il y a deux enjeux qui sont liés. Le premier, c'est le changement climatique, qui est urgent et qui est un peu le grand défi de notre siècle, mais surtout aussi le rétrécissement de la démocratie dans le monde entier. Et en fait, c'est les deux côtés de la même pièce, c'est-à-dire que sans avoir des espaces démocratiques pour demander les changements nécessaires pour le climat, la résolution de ce problème sera encore plus compliquée. Et donc c'est un peu les deux choses que je pense vont être le défi de notre génération, de faire en sorte qu'il y ait un renouveau de la démocratie partout dans le monde, et en même temps que l'urgence climatique soit plus prise en compte. Ce qui freine le changement, c'est justement qu'il y a des gens qui le freinent. Il ne suffit pas juste de créer des solutions et des alternatives. Donc, moi, j'ai passé plus de 10 ans de ma vie à créer des entreprises sociales et à inventer ces nouveaux modèles et à montrer qu'on peut créer des emplois, qu'il peut y avoir des modèles économiques et en même temps que ça peut respecter la nature et diminuer les émissions carbone. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il y a quand même des gens dans le métier, c'est de faire en sorte que les choses ne bougent pas ou bougent le moins vite possible parce que justement leurs modèles économiques sont dépendants des énergies fossiles. Et donc pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment que les régulateurs, que les citoyens demandent un changement plus rapide et qu'on empêche les gens qui freinent le changement pour des raisons de faire plus de profit sur la destruction de la vie. Je viens de Tahiti, en Polynésie française. Donc c'est une petite île en plein milieu du Pacifique. Et ce qui est en même temps frustrant et intéressant, c'est que on va souffrir du changement climatique, par exemple, avec la montée des eaux. Il y a plein d'îles sans montagne en Polynésie française. Et en même temps, il y a très peu de choses qu'on peut faire contre ce problème depuis la Polynésie. On est juste 250 000 et ça fait pas beaucoup d'émissions carbone. Et donc on est dépendant et on subit des choses qui sont créées ailleurs. Et donc l'idée de Make Sense, c'est de se dire on a besoin de l'intelligence collective dans le monde entier. 70% des émissions carbone, par exemple, viennent des grandes villes. On a besoin que des citoyens à Mexico, à Paris, à New York, inventent des solutions dans la gestion des déchets, dans la création des nouvelles habitations bas carbone, toutes ces solutions-là qui vont faire en sorte que les émissions diminuent pour des endroits comme la Polynésie. Et donc un peu c'est ce côté qu'on est tous liés et on doit tous être solidaires les uns des autres dans la fabrication des solutions pour justement éviter des problèmes à l'autre bout du monde. Et donc ça c'était la base de Make Sense, de créer une communauté dans le monde entier où les citoyens s'engagent et fabriquent ces solutions, les mettent en commun en se disant que si on est des centaines de milliers à travers le monde à créer des solutions chacun sur notre territoire, au final ça nous aide tous. Le monde est de plus en plus complexe. Inventer des nouveaux systèmes de livraison de la nourriture, par exemple, qui soient bas carbone, qui vont mixer des technologies, des vélos, de l'emploi en insertion. Tout ça, ça demande des compétences. C'est un travail d'orfèvre, en fait, de créer des solutions en essayant d'être le plus durable et responsable. Et donc, ça demande différentes expertises qui viennent ensemble. Et en même temps, sur les projets sur lesquels a travaillé Make Sense, il y a énormément de transformations sociales à mettre en place, où il faut embarquer les gens, embarquer les citoyens. Donc par exemple, quand un projet qu'on a accompagné qui s'appelle le Carillon va aider les personnes sans domicile fixe à avoir accès à des services dans les commerces de proximité, il faut embarquer à la fois le commerce de proximité, les habitants, le voisinage, les autres commerces. Et donc du coup, l'intelligence collective permet d'embarquer toute une communauté dans la fabrication des solutions. Et du coup, tout le monde est partie prenante. Il n'y a pas les sachants qui résolvent les problèmes pour les personnes qui font face à ces problèmes. On est tous ensemble dans le même bateau à mettre en place les solutions. Au-delà de l'évolution, c'est l'urgence en fait. Toutes les solutions existent. Nous, on l'a vu, Make Sense travaille dans 45 pays dans le monde entier. On aide des projets partout. Pour n'importe quel problème sur les ODD, il y a des entrepreneurs sociaux qui ont montré que c'était possible de créer de l'emploi et d'avoir un modèle économique et de résoudre ces grands enjeux sociaux et environnementaux. Maintenant, il nous reste 3 ans sur la question du climat pour commencer à inverser les émissions carbone. Les solutions sont là. On l'a vu que quand on se bouge tous ensemble, comme c'était le cas pendant le Covid, on est capable de faire qu'un vaccin qui normalement prend 10 ans pour être mis en place, si on est tous solidaires, notamment les démocraties, en 1 an, on arrive à le créer et en même temps, des milliards sont déversés pour résoudre ce problème. L'enjeu climatique, il y a une urgence telle que les solutions existent. Par contre, ce qui manque, c'est que tout le monde se bouge, se mette en mouvement
à l'échelle du temps qui nous reste. Et donc tout ça, pour moi, c'est l'activisme qui est le principal levier, parce qu'il ne s'agit plus de démontrer les solutions, il s'agit juste de le faire. Et ceux qui encouragent à l'action immédiate, c'est les activistes qui font bouger les lignes, qui augmentent la pression de l'opinion publique sur les décideurs politiques et qui en même temps militent contre les gens qui freinent pour démontrer, que ce soit au tribunal, dans la rue, ou dans les sphères économiques, qu'en fait, les raisons pour lesquelles ils disent qu'on ne peut pas bouger ou pas bouger assez vite, ce sont des mensonges et c'est juste pour garder le statu quo qui les arrange bien d'un point de vue économique. Je pense que c'est quelque chose, c'est pareil que pour Make Sense. Moi, j'ai démarré parce que j'ai cet amour de l'île d'où je viens et l'envie de faire en sorte de sauvegarder cette nature et tout. Et donc, c'était cette idée de créer cette communauté mondiale. Et pour l'activisme, c'est la même motivation. J'en retire, c'est d'empêcher qu'on souffre du changement climatique. J'ai un petit garçon, il a 5 ans. Je me dis dans quel monde il va vivre et surtout, comment est-ce que lui, il va me juger. Il va me dire, il reste 3 ans pour agir. Dans les 3 années où il y avait le maximum de choses à faire pour rester dans un scénario de l'accord de Paris, qu'est-ce que toi t'as fait? Et j'ai pas juste envie de lui dire, j'ai essayé de construire des solutions, et ça, j'ai envie de montrer que j'ai essayé de faire tout mon possible pour faire en sorte qu'on fasse le maximum dans ces 3 années pour avoir aucun regret. Et donc c'est un peu ça la motivation. Et du coup, je pense que c'est des motivations personnelles à chacun. Chacun doit trouver pourquoi il souhaite s'engager. C'est souvent lié à là d'où on vient ou des personnes qu'on aime et ce qu'on veut sauvegarder et aussi l'amour qu'on peut avoir pour le vivant, la nature. Et du coup, une fois que tu puisses dedans, mécaniquement, tu vas te rapprocher de personnes, de mouvements, d'organisations pour faire ensemble des actions qui permettent de maintenir les écosystèmes et d'empêcher justement l'irréparable. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas d'aide. Et puis, il y a différentes manières de faire de l'activisme. L'activisme, c'est pas juste aller s'enchaîner à des arbres, comme on peut le voir. C'est aussi écrire des livres, faire des tribunes dans les médias, faire venir donner la parole à d'autres activistes qui vont pouvoir expliquer ce qui se passe dans leur pays et pourquoi il faut les soutenir. Il y a plein de manières d'être actif, mais c'est surtout une manière de... Et c'est ça qu'on a beaucoup vu dans la résidence avec l'AFD, c'est une manière de vivre le présent. On ne sait pas si ça va marcher ou pas marcher, mais c'est la bonne chose à faire à un instant T. Et du coup, il faut le faire juste pour pouvoir simplement se regarder dans le miroir le lendemain. La chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est quand on regarde justement cette crise climatique, je ne suis pas un expert, donc je fais confiance à la science et aux scientifiques. Et il y a un consensus mondial des scientifiques du GIEC qui dit, la première chose à faire pour avoir une chance de rester dans un scénario à 1,5 degré de l'accord de Paris, c'est plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers, plus de nouvelles infrastructures construites. Ça ne veut pas dire plus de pétrole dès demain, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de construire ces infrastructures qui vont faire qu'on aura du pétrole qui commencera à couler dans 15 ans, parce que dans 15 ans, il n'y aura plus besoin de ce pétrole. Un exemple très clair, c'est que l'Union européenne a passé une directive qu'en fait, à partir de 2035, il n'y aura plus de voitures à essence qui seront vendues. Du coup, ça ne sert à rien de faire du nouveau pétrole qu'on va utiliser en 2035, parce qu'en 2035, les voitures, on n'aura pas besoin. Et donc la question qui se pose, c'est où est-ce que chaque personne qui souhaite s'engager sur la crise climatique, depuis là où il ou elle est, peut faire des choses pour éviter la construction de nouvelles infrastructures, juste pour écouter la science. Et du coup, c'est comme les scientifiques disent, pour mettre fin à la pandémie, il faut un vaccin, on écoute la science. Les scientifiques disent, pour mettre fin à la crise climatique, il faut pas... Et donc du coup, la question, c'est que dans des grands pays, surtout, il y a des majors pétrolières. Donc en France, c'est Total, aux États-Unis, c'est Exxon et Mobil, en Angleterre, c'est BP. Qu'est-ce que vous, citoyens, vous pouvez faire pour mettre la pression sur ces entreprises qui construisent ces nouvelles infrastructures pétrolières et gazières pour qu'elles arrêtent? Il y a à peu près 420 bombes climatiques qui sont actuellement en préparation dans le monde. C'est un article du Guardian qui les a montrés. Si jamais on n'arrive pas à arrêter la moitié d'entre elles, on est sur un scénario à plus 3 degrés. Plus 3 degrés, ça veut dire la moitié de la Terre qui est inhabitable. Donc je vous laisse imaginer toutes les conséquences politiques et sociales qui peuvent se dérouler. Et donc la priorité des priorités, c'est arrêter ces bombes climatiques. Et donc il y a une bombe climatique un peu symbolique actuellement en France où il y a énormément de bénévoles et un mouvement qui s'est créé. C'est sur un oléoduc chauffé en Ouganda qui fait 1400 km de long. C'est la distance entre Bruxelles et Madrid par exemple, et qui va générer 35 millions d'émissions de CO2 par an.
C'est à peu près un peu moins de 10% des émissions carbone de la France. Ça sert à quoi que nous, en France, on diminue nos émissions de 3% si on laisse des entreprises françaises fabriquer l'équivalent de carbone? C'est mondial. Et donc, du coup, il faut qu'on soit exigeant et qu'on agisse partout où on peut. Et il y a des banques en France, il y a des grandes entreprises pétrolières. Il y a un espace démocratique qui est là, qui nous permet de faire valoir ces exigences et surtout de représenter aussi la voix d'activistes dans ces pays, donc en l'occurrence en Ouganda ou en Tanzanie, où les espaces démocratiques sont beaucoup plus faibles. Et donc, juste s'exprimer contre ce projet met en danger. Par solidarité même avec ces activistes et toutes les conséquences sociales de ce projet, ça nous demande, nous, en tant que Français, d'utiliser notre espace démocratique pour les représenter et dire « c'est mauvais pour nous » et regarder le mal que ça fait à ces habitants en local. Et ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils risquent d'aller en prison. Donc nous, on doit s'exprimer pour eux. Ce qui est génial sur cette campagne dans laquelle moi je me suis engagé, c'est qu'elle est l'idée par des jeunes femmes de la génération de Greta. Et donc vous avez Louisa Neubauer en Allemagne, Camille Etienne en France, Hilda et Vanessa Nakate pour l'Ouganda. Tout ça, c'est Fridays for Future, c'est la génération de Greta, c'est des jeunes femmes qui s'engagent, qui font trembler des banques, des hommes et des femmes politiques regardent chacun de leurs tweets, et elles ont à peine 20 ans. Et du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, et ma génération comprise, moi j'ai 35 ans, c'est les écouter et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on n'a pas réussi à arrêter. La génération avant moi n'a pas réussi non plus. Et donc la question, c'est, on ne sait pas. Par contre, eux, ils ont beaucoup de succès, ils ont réussi à créer un mouvement qui n'a jamais été égalé sur la question climatique. Et du coup, c'est juste de les suivre sur Instagram et d'écouter ce qu'elles disent qu'il faut faire. Et donc, quand vous écoutez Camille, elle vous dit « il faut arrêter de mettre notre argent dans les banques qui soutiennent Total tant qu'ils continuent COP ». Et du coup, regardez et votez avec votre épargne. Il faut écrire à votre député pour leur demander « est-ce que ce serait pas mieux que Total investisse tout cet argent dans les énergies renouvelables en France, dans ma région, pour créer des emplois ici, plutôt que d'aller détruire la planète à l'autre bout du monde ?» Et donc ça, votre député, il peut l'entendre. Et donc, il y a toujours des choses qu'on peut faire, soit avec notre argent, soit avec notre voix dans l'espace démocratique. Et ensuite, c'est sans relâche en parler et l'exiger, en parler sur les réseaux sociaux, en parler sur les médias. Et si on est des milliers, et des dizaines de milliers à se mobiliser, à un moment, ça fait bouger les choses. Je pense que si des milliers de jeunes qui ne votent pas énormément pendant les élections, en s'engageant sur des causes sociales et environnementales, ils comprennent qu'en fait beaucoup de choses des solutions qu'ils veulent voir advenir ou des projets qui détruisent la planète qu'ils veulent arrêter, et ils se rendent compte qu'à chaque fois il y a quand même un passage obligé par le gouvernement, les politiques et tout, ça te fait comprendre la nécessité de voter et de t'engager dans la démocratie. Et donc ça, c'est aussi une manière de se former. Et ensuite, il y a un deuxième aspect intéressant, c'est qu'on voit que quand la démocratie diminue dans le monde entier, c'est plus compliqué d'arrêter des projets comme ça, parce que c'est possible d'écrire à votre banquier et d'exiger que votre banque change. C'est possible que des médias demandent aux banques de rendre des comptes et de dire « mais pourquoi vous continuez à investir dans des démocraties ?» Sauf que ces projets pétroliers-là, ils vont chercher des financements partout dans le monde. Et quand vous avez des banques chinoises ou des banques russes, là c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas mettre en place les mêmes outils de pression populaire qu'il peut y avoir dans les démocraties dans ces pays-là pour que la banque se retire. Et c'est là où on voit que l'enjeu démocratique est intimement lié à l'enjeu de la crise climatique. Moins il y a de démocratie dans le monde, plus c'est compliqué d'arrêter les projets qui doivent être arrêtés selon la science. Et donc c'est là où on voit que les deux sujets sont extrêmement liés. Et donc juste d'avoir tous ces espaces en France, faut les utiliser. Et c'est comme ça que le progrès est fabriqué. Et au final, il y a une chose que dit tout le temps Hilda, qui est d'Ouganda et qui milite pour l'arrêt de ce pipeline, c'est que le pouvoir des gens est beaucoup plus grand que le pouvoir des gens au pouvoir. Il y a un auteur qui m'a embarqué dans tout ce voyage de fabriquer des solutions et des alternatives et montrer que l'économie peut être redesignée pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux et pas les empirer. C'est le professeur Yunus, c'est le prix Nobel de la paix en 2006,
qui a en fait démontré qu'on peut utiliser les banques, justement, pour sortir les gens de la pauvreté. Et donc il a inventé le microcrédit, qui est connu partout dans le monde, mais surtout il a inventé un mécanisme d'entreprise qui maximise pas les profits pour les actionnaires, mais qui maximise les profits pour toutes les parties prenantes afin de résoudre des problèmes socio-environnementaux. Et donc, du coup, il a créé la Grameen Bank, il a créé la première entreprise de panneaux solaires au Bangladesh bien avant que ça se soit fait dans le monde entier. Et donc, c'est un peu un pionnier qui montre qu'en fait, l'économie peut travailler pour la société et l'environnement si on design bien les organisations. Et donc, c'est pas d'opposer la croissance ou la décroissance, c'est de montrer qu'il y a des choses qu'il faut décroître et des choses qu'il faut croître. Et donc, il faut croître l'impact positif sur les communautés et en même temps, il faut décroître toutes les choses du modèle qui font des externalités négatives. Et donc, ce que j'adore avec le professeur Younous, c'est que c'est un incompris du côté des ONG et en même temps, c'est un incompris du côté des entreprises parce qu'il montre une troisième voie et il ne fait pas juste le dire dans les livres, il le démontre à travers des actions qui ont changé la vie de centaines de millions de gens et des entreprises qui existent depuis 40 ans et qui vont rester pendant les 100 prochaines années. Et donc, c'est super fascinant de voir que, c'est possible, que toutes ces idées-là, il y a des gens qui les ont déjà pensées il y a 40 ans, et surtout de voir qu'en fait, il a gagné le prix Nobel de la paix avec. Ce n'était pas le prix Nobel de l'économie, c'est de montrer qu'au final, ce qu'il arrive à créer, c'est plus de paix pour qu'on vive tous ensemble, paix entre nous-mêmes les êtres humains, mais en même temps paix entre nous et le vivant, et les autres choses non humaines et vivantes. Et donc c'est pour ça que moi il me fascine et j'adore et je suis tout ce qu'il fait tout le temps. Parce que si les animaux, ils sont les animaux mers et les animaux de la terre. Et après, ils sont tous morts.